Merci. Alors, quelle solution effectivement à cette situation? J'en suis consciente, un petit peu noire, ce tableau noir que j'ai dressé tout à l'heure. À mon avis, il y a 3 pistes sur lesquelles il faut travailler et vous y verrez des similitudes, je pense, avec ce que vient d'expliquer le général Desportes, de même avec ce que dit Hervé Biosser. Le premier sujet, c'est d'avoir une vision commune. La réalité aujourd'hui, c'est que si vous demandez à un Allemand ce que c'est que la transition énergétique, il va vous dire c'est plus de renouvelables et c'est moins de consommation. Si vous demandez à un Anglais, il va vous dire c'est moins de CO2. Allons du côté de l'Est de l'Europe, demandez à un Polonais, il va vous répondre c'est moins de charbon, parce que j'ai des objectifs, notamment en termes de CO2, mais sans accroître ma dépendance, c'est-à-dire sans accroître ma dépendance, pour dire les choses clairement, au gaz russe. Donc, le fait qu'on ait dessiné ces objectifs 3x20 a pu nous donner l'illusion qu'on avait une vision commune. En réalité, au-delà de cette vision à 2050, mais qui n'est pas opérationnelle pour aujourd'hui de dire je veux décarboner, nous n'avons pas aujourd'hui de vision commune en Europe de ce que doit être la transition énergétique. Alors, il est courant de poser d'ailleurs de ce point de vue-là les pays d'Europe occidentale aux pays d'Europe centrale et orientale qui ont l'histoire et la géographie qu'ils ont, et notamment avec leur proximité par rapport aux grands voisins russes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la ligne de fracture passe aussi par les États d'Europe occidentale. Il y a aujourd'hui à Bruxelles 2 grands modèles qui s'affrontent. Il y a ce que j'appellerais le modèle allemand, qui est de dire ce qu'il faut faire, c'est développer un maximum les énergies renouvelables, parce que les énergies renouvelables, c'est chez nous, parce qu'il n'y a pas d'enjeu géopolitique, c'est pas comme le pétrole, on ne va pas se battre pour l'énergie renouvelable, pour le vent ou le soleil, et parce que c'est de l'industrie. Au fond, la politique actuelle de l'Allemagne en matière énergétique est une politique industrielle et commerciale. Et à travers l'Energie 22, les Allemands ne vous disent pas qu'il s'agit de transformer leur système énergétique, ils vous disent le but c'est de transformer notre système économique. Donc c'est un projet extrêmement ambitieux qui passe par le développement de filières industrielles. Le grand non-dit de tout ça, de plus en plus dit quand même, étant de conserver leur autre grande filière nationale qui est le charbon, et notamment le lignite, ce qui n'est pas tout à fait compatible avec les objectifs de décarbonation. Le deuxième modèle, ce n'est pas du tout le modèle français qui est assez atypique en matière énergétique en Europe, c'est le modèle britannique. Ce que les Britanniques disent, notre sujet, notre objectif ultime, c'est le CO2. Donc réglons nos politiques pour atteindre cet objectif, mais laissons ensuite les États libres des politiques qu'ils suivent. Ça veut dire que ceux qui ont plus de charbon, il faut qu'ils fassent plus de gaz. Quand on brûle du gaz, ça émet 2 fois moins de CO2 que le charbon. Et ceux qui ont trop d'hydrocarbures doivent faire plus d'énergie bas carbone. C'est ce que les Britanniques veulent faire en développant à la fois un nouveau programme nucléaire, mais également ils ont un immense programme d'éolien offshore. Et en parallèle, ils veulent développer le gaz de schiste pour substituer la production de gaz déclinante de la mer du Nord qui les préoccupe en termes de sécurité énergétique. Alors, on voit bien, la question filigrane derrière, c'est celle du nucléaire. Et là encore, je pense que la pire manière de la poser en Europe, c'est de la poser en termes franco-allemands. Parce qu'entre l'Allemagne et la France sur cette question-là, on est vraiment aux 2 bouts du spectre. En fait, c'est un sujet véritablement européen. C'est un sujet dont il faut discuter avec les Britanniques, mais également avec tous les États d'Europe centrale et orientale qui ont déjà ou qui n'ont pas mais veulent développer, je parlais de la Pologne, cette énergie, considérant que c'est une énergie domestique et une filière industrielle. La deuxième piste de solution, c'est la gouvernance. Là encore, je vais faire écho aux paroles de Vincent Desportes. Quand on a décrété que finalement le sujet en Europe c'était plus de concurrence, la gouvernance était simple, c'était celle du marché. Le problème c'est que le marché ne produit pas, il n'est pas fait pour ça, de sécurité d'approvisionnement. Du point de vue du marché, que le gaz vienne de Russie, vienne des États-Unis ou soit produit sur place, est absolument neutre. De même que le marché tel qu'on l'a conçu est insensible au fait de savoir si telle énergie est bas carbone ou pas. Il est même conçu, en termes économiques, disons-le, plutôt pour des énergies fossiles, parce qu'en l'état, il n'est pas compatible avec des investissements bas carbone qui, je l'ai dit, sont extrêmement intensifs en capitaux initiaux et impliquent une vue de très long terme sur
sur le coût de ces énergies. Et aujourd'hui, quand on parle d'investissement bas carbone, on parle de taux d'actualisation. L'autre jour, nous faisions une conférence à Bruxelles où nous présentions notre dernier rapport sur les coûts des énergies renouvelables. Et un des intervenants nous a dit assez justement, d'ailleurs, on a l'impression d'être dans une conférence de banquiers. Vous parlez de taux d'actualisation, on ne parle plus vraiment d'énergie, mais c'est vrai qu'on parle d'un autre système, d'un autre modèle de marché qui n'est pas celui que nous avons construit. Alors la gouvernance s'est trouvée très compliquée quand, en 2008, je l'ai dit, on a introduit la dimension CO2 et efficacité énergétique dans nos objectifs. Et ce qu'on a vu à Bruxelles, c'est j'allais dire, des voix très discordantes entre d'une part une DG climat qui disait le sujet c'est le climat, il faut abandonner dès que possible les énergies fossiles, une DG énergie qui essayait de faire une synthèse bien difficile, la DG concurrence qui restait sur sa ligne, le sujet c'est le marché intérieur, rien que le marché intérieur, peu importe ce que ça représente par rapport au reste du monde, ce n'est pas la grille de lecture de la DG concurrence. Et puis une DG entreprise qui a gagné de plus en plus de poids au fur et à mesure que la crise s'aggravait en disant attention, attention, le sujet c'est la compétitivité. Et il faut le dire sous la présidente de commission, sans qu'il y ait une vision à la tête de la commission qui permette de réconcilier tout ça. La bonne nouvelle, là, c'est ce qui vient de se mettre en place, que le nouveau président de la commission qui va prendre ses fonctions début novembre, Jean-Claude Juncker, a mis en place, ce sont ses vice-présidents. On a dit ça rajoute un étage. En réalité, c'est une tentative d'ajouter un étage, oui, politique, parce que là, on parle bien de vision politique, disons les choses. Hein. Et en l'occurrence, ce vice-président à l'Union énergétique, c'est bien une manière de mettre fin à ces querelles qui peuvent passer pour des querelles administratives, mais qui, au fond, sont des querelles de vision, et d'essayer de construire une synthèse de ce que pourrait être la vision commune et une gouvernance efficace. De même que je pense que d'avoir rassemblé dans le portefeuille d'un seul commissaire l'énergie et le climat est une bonne initiative. À titre personnel, j'aurais mis peut-être concurrence ou industrie avec. Alors, la troisième solution, c'est une solution, je veux dire, un peu plus philosophique, c'est qu'il faut vouloir travailler ensemble, il faut vouloir faire ensemble. Parce qu'on parle des institutions européennes, mais derrière, il y a les États membres. Et la réalité des dernières années, c'est le paradoxe qui veut qu'au moment où le traité de Lisbonne est entré en vigueur, un traité qui parle de solidarité sur les questions énergétiques entre États membres, et bien c'est précisément à ce moment-là qu'on a vu, notamment sous l'effet de la crise, hein, les États membres adopter des politiques de chacun pour soi et des stratégies non coopératives. La décision allemande sur l'énergie 22 est une stratégie non coopérative. Je décide de développer les renouvelables très fortement, d'arrêter le nucléaire, et je fais ça parce que j'ai des voisins et parce que mes voisins ne font pas pareil, ce qui fait que je peux exporter des surplus d'électricité quand il y a beaucoup de vent, beaucoup de soleil, et je peux à l'inverse importer. Ça c'est très bien en théorie, sauf quand ça perturbe totalement les marchés voisins et que ça a conduit, ce que personne d'ailleurs n'avait anticipé, aucun économiste de l'énergie, à une chute des prix de gros dans l'électricité, au moment même d'ailleurs où les prix de détail, eux, explosent, ce qui n'est pas une situation durable sur les marchés de l'énergie. Alors ce vouloir faire ensemble, il faut le construire, pour l'instant il n'existe pas, entre États membres, il faut aussi qu'il se fasse entre entreprises, et là encore on voit bien qu'on est vraiment dans une période de transition là aussi. On a à la fois, on a deux business models actuellement qui sont en confrontation ou en cohabitation, je ne sais pas encore, en Europe, à la fois le business model traditionnel des grands énergéticiens, producteurs, et puis des nouveaux business models de petites entités. Et là, il faut aller voir ce qui se passe en Allemagne, où beaucoup d'entreprises qui se créent dans le secteur de l'énergie, en réalité, sont des entreprises informatiques. Le sujet, c'est construire des logiciels qui permettent d'agréger les demandes et les productions extrêmement décentralisées pour construire derrière un modèle économique qui va bien. Donc on est à la croisée des chemins, et exactement comme le disait tout à l'heure Hervé Biosser, pour l'instant, le business model, personne ne le connaît. Ce qui a une conséquence très pratique, c'est que les investissements nécessaires à la transition énergétique, qui va les porter? Qui va les faire dans une telle période d'incertitude quand les signaux prix n'existent plus? Là, on a vraiment une question de fond, parce qu'il faut bien qu'elle soit incarnée par des acteurs industriels et économiques, cette transition énergétique. Et pour l'heure, eh bien, cette question reste largement sans réponse. Alors, je conclurai en disant un dernier point,
c'est qu'il faut, là encore, ça a été dit, il faut regarder ce qui se fait dans le reste du monde. On a un débat en France plus ou moins de bonne foi sur la question des gaz de schiste, mais ce qui se passe aux États-Unis n'est pas un phénomène ponctuel, c'est un phénomène extrêmement dynamique, avec des innovations dans l'innovation, et on va voir ce phénomène se développer encore plus, comme je le disais tout à l'heure, puisque ça devient une révolution pétrolière. Regardons ce qui se fait aussi en Chine, parce qu'on pourra prendre toutes les meilleures décisions du monde en Europe. Le sujet des gaz à effet de serre et du CO2, c'est bien en Chine qui joue. Et au-delà du changement climatique, la question qui se joue aujourd'hui, c'est la question de est-ce que les villes chinoises vont continuer à être habitables ou non. Vous connaissez tous cette problématique. Donc je terminerai là-dessus en disant que le sujet, et là encore ça a été dit, c'est de décentrer notre point de vue et d'essayer de tourner autour de cet objet complexe qui est l'objet énergétique. André Giraud le disait, quand on parle de pétrole, on parle d'une matière première à très fort contenu diplomatique, à fort contenu fiscal aussi, et incidemment à haut pouvoir calorifique.